Ce n'est pas la peine que tu viennes ce soir. Mère ne veut pas que tu sois là. C'était le message que mon mari m'avait envoyé le soir de la fête d'inauguration de la nouvelle maison de ma belle-mère. Je lui ai répondu brièvement, compris, chérie. Eux qui m'avaient ignoré et humilié, j'ai décidé de leur faire regretter. J'ai annulé tous les paiements et récupéré tous les fonds. 1 heure plus tard, ils ont commencé à m'appeler comme des fous. Chloé se massa lentement les tempes. Sur l'écran de l'ordinateur portable face à elle, une ligne de chiffres indiquait qu'une somme énorme venait de quitter son compte. C'était le paiement final d'une luxueuse maison de campagne située à Gordes, l'un des villages les plus exclusifs de Provence. Cette maison n'était pas pour elle, elle était pour sa belle-mère, Monique. Chloé poussa un long soupir, ferma l'ordinateur et s'adossa à son fauteuil de bureau en cuir. En tant que PDG d'une entreprise prospère d'exportation de mode, Chloé avait l'habitude de prendre des décisions portant sur des millions d'euros. Mais cette décision-là était différente. Il y avait une amertume qui ne disparaissait pas. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Son mari, Nicolas, était venu la voir avec une mine pitoyable. Nicolas était un homme bon, ou du moins le croyait-elle, mais il était malheureusement trop soumis à la volonté de sa mère. Ce soir-là, Nicolas s'était assis près de Chloé, lui avait pris la main et avait entamé le numéro de persuasion que Chloé avait déjà entendu maintes fois. « Chérie, maman se fait vieille. Elle dit que son vœu le plus cher est de vivre dans une maison décente pour les années qui lui restent. » Chloé garda le silence. Le mot « décente », selon les standards de Nicolas et Monique, était très relatif. L'appartement où vivait actuellement Monique était déjà suffisant, un grand appartement à Neuilly-sur-Seine. Mais Monique avait toujours l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Monique n'avait jamais aimé Chloé. Pour elle, Chloé n'était qu'une femme ordinaire qui avait eu de la chance en affaires. Le statut de femme d'affaires de Chloé, loin d'être un motif de fierté, était devenu un objet de jalousie. Monique pensait qu'en tant que belle-fille, Chloé devait confier tous ses revenus à son mari et à sa belle-mère pour qu'ils les gèrent. Naturellement, Chloé avait refusé. Elle avait bâti son entreprise à la sueur de son front et voulait utiliser cet argent uniquement de manière transparente. Mais Nicolas était sa faiblesse. « De quelle maison parlons-nous, chérie ?» avait demandé Chloé à ce moment-là. « Tu sais, celle qui est à Gordes. Maman est déjà allée la voir. Elle dit que l'air est plus pur et qu'il y a un jardin, » avait répondu Nicolas en évitant le regard de Chloé. Chloé avait failli s'étouffer. Gordes était l'un des endroits les plus chers de France. Elle connaissait parfaitement les prix du marché là-bas. Ce n'était pas une simple maison, c'était un mas provençal digne d'un petit palais. « Nicolas, ce prix est absurde. Nous sommes en pleine expansion de l'entreprise », avait tenté de négocier Chloé. « S'il te plaît, Chloé, juste cette fois, pour ma mère. Je te promets qu'après ça, elle ne te demandera plus rien. Je me sens tellement honteux en tant que fils de ne pas pouvoir rendre ma mère heureuse une seule fois. » Nicolas commença à utiliser son arme principale, la culpabilité. Et comme toujours, Chloé céda. Elle aimait Nicolas et avait toujours l'espoir que son sacrifice pousserait enfin Monique à l'accepter. C'est ainsi que commença le processus d'achat de la maison. Chloé s'occupa de tout. C'est elle qui négocia avec l'agence immobilière de luxe et c'est elle qui prépara les documents hypothécaires à son nom. Et c'est elle qui paya l'apport, qui représentait un pourcentage considérable de ses économies personnelles. Nicolas et Monique n'apparurent que pour signer le contrat initial, prendre des photos et choisir la couleur de la peinture. Durant tout le processus, Chloé se sentit comme un distributeur automatique sur pattes. Chaque fois qu'ils se voyaient, Monique ne demandait pas comment allait Chloé. Les questions étaient toujours les mêmes. Comment avance la maison? Quand est-ce qu'ils finissent? Pourquoi sont-ils si lents? Oh, Chloé, j'ai entendu dire que le traiteur pour la fête d'inauguration est hors de prix. Tu peux le payer, n'est-ce pas? Ne me fais pas honte devant mes amis du club. Chloé se mordit la lèvre. La fête d'inauguration. C'était ce que Nicolas et Monique planifiaient depuis toute la semaine dernière. Demain était le grand jour, le jour où ils présenteraient officiellement la nouvelle maison. Ironiquement, Chloé, qui avait payé la maison dans sa totalité, ne put participer en rien à la planification de la fête. Elle ne recevait que les notes de frais. Tous les jours, Nicolas lui envoyait une liste de factures. Traiteur de luxe avec foie gras entier et truffes, décoration florale importée de Hollande,
invitation imprimée sur du papier de haute qualité pour les amis de la haute société de Monique. Et Chloé n'avait d'autre choix que de virer les montants demandés. Ce soir-là, Chloé rentra chez elle, un pantouse dans le 16e arrondissement de Paris. Dans le salon, Nicolas et Monique riaient et discutaient en regardant des échantillons de tissus pour les uniformes du personnel de service de la fête. Chloé n'avait aucune idée de qui étaient ses employés. « Ah, Chloé, tu es rentrée ?» salua Nicolas avec une certaine gêne. Monique la regarda seulement du coin de l'œil et se concentra à nouveau sur le catalogue de tissus. « Oui, chérie, les préparatifs avancent bien. » Chloé posa sa mallette en essayant de sourire. « Bien sûr, tout est prêt. »« Demain sera la plus belle fête de la région », s'exclama Nicolas. « Je suis contente, » dit Chloé à voix basse. « Ah, belle maman, je viens de payer le reste du montant de la maison. Maintenant, elle est entièrement à nous. » Chloé espérait au moins un mot de remerciement. La réaction de Monique fut inattendue. Elle ne sourit pas, elle hocha seulement brièvement la tête. « Ah, bien. C'est ce que tu devais faire, » dit brusquement Nicolas. « Je crois que ce doré est plus élégant que l'argenté. Mes invités seront impressionnés. » Chloé sentit comme si on lui plantait un poignard dans le cœur. « C'est ce que tu devais faire. » Donc, tous ces efforts, les millions d'euros qu'elle avait dépensés, étaient considérés comme une simple obligation. Nicolas vit le changement d'expression de sa femme et tenta de changer l'ambiance rapidement. « Bien sûr, maman. Faisons-le en doré. Chloé, tu es fatiguée. Va prendre un bain. » C'était la manière douce de Nicolas d'exclure Chloé de la conversation. Chloé hocha la tête sans force et se dirigea vers sa chambre. Elle se sentait stupide. Pourquoi espérait-elle encore quelque chose? Pourquoi essayait-elle d'acheter la reconnaissance de quelqu'un qui la détestait clairement? Elle laissa la porte de la chambre entr'ouverte pendant qu'elle se changeait. Elle avait besoin de reprendre son souffle avant de les affronter à nouveau. C'est alors qu'elle entendit Nicolas parler au téléphone. Monique semblait être déjà partie et Nicolas parlait de nouveau avec elle depuis le salon. La voix de Nicolas était basse, mais on l'entendait clairement. « Oui, mère, tout est réglé. Chloé vient de virer tout le solde restant, » dit Nicolas. Il y eut un bref silence. Chloé ne pouvait entendre que la voix faible de Monique à l'autre bout du fil. Alors, Nicolas rit. « Oui, mère, ne t'inquiète pas. Notre plan est sûr. » « Bien. Tu es sûr qu'elle a fait le paiement aujourd'hui? Tu sais ce que tu as à faire après ça? » Le cœur de Chloé sembla s'arrêter. « Notre plan est sûr. Ce que tu as à faire. » Qu'est-ce que tout cela signifiait? Le pressentiment sinistre qu'elle avait refoulé de toutes ses forces refit surface. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait mal entendu, que c'était juste de la paranoïa, mais le ton de Nicolas, ce ton de conspirateur plein de secrets, lui donna la chair de poule. Juste après que tout son argent eût été transféré, quel était ce plan dont il parlait? Le lendemain était le jour J de l'inauguration de la maison de Monique. La fête était programmée pour commencer à 19h. Chloé se réveilla avec des sentiments mitigés. La conversation téléphonique de la veille entre Nicolas et Monique ne sortait pas de sa tête. « Tu sais ce que tu as à faire ?» Cette phrase se répétait comme un disque rayé. Elle essaya de demander à Nicolas le matin même, mais son mari quitta la maison tôt. « Chérie, je dois partir plus tôt pour aider maman avec les préparatifs. Toi, occupe-toi du travail à l'entreprise. » « Ne t'inquiète de rien, » dit Nicolas en mettant ses chaussures précipitamment. « Nicolas, je viens avec toi. Je peux aider à vérifier le traiteur ou quelque chose ?» suggéra Chloé. Les pas de Nicolas s'arrêtèrent. Il se retourna avec une expression indéchiffrable. « Non, Chloé, il y a déjà beaucoup de monde là-bas et c'est le chaos. Tu vas juste te fatiguer. Tu es la protagoniste de ce soir. Viens juste plus tard, fais-toi belle et c'est tout, » dit-il. Puis il embrassa précipitamment le front de Chloé et partit. Protagoniste. Chloé faillit rire avec amertume. Quel genre de protagoniste ne sait rien de sa propre fête? Quel genre de protagoniste paie toute la fête mais ne participe pas? Durant tout le temps passé au bureau, Chloé ne put se concentrer sur son travail. Elle regarda la robe de soirée accrochée soigneusement dans son bureau privé. C'était une robe qu'elle avait elle-même dessinée,
une élégante robe en brocart couleur or rose avec un châle en soie du même ton. Elle voulait être parfaite, non pas pour les amis de Monique, mais pour Nicolas. Elle voulait que Nicolas soit fier d'elle. Elle avait aussi préparé un cadeau d'inauguration très spécial, une œuvre d'art d'un célèbre sculpteur français qu'elle avait commandé 3 mois auparavant. À 16 heures, Chloé décida de quitter le travail plus tôt. Elle voulait se préparer calmement pour le voyage vers le sud. En chemin, elle appela Nicolas. « Chérie, à quelle heure viendras-tu me chercher à la gare où j'y vais seule ? On est bien accordé sur la couleur des vêtements, n'est-ce pas ?» Le téléphone de Nicolas sonna, mais il ne décrocha pas. Chloé envoya un message. La double coche bleue de lecture apparut, mais il n'y eut aucune réponse. Chloé soupira. Il devait être très occupé. Elle essaya de penser positivement. Elle appela aussi Monique, juste pour demander formellement s'il manquait quelque chose. Le téléphone sonna 2 fois et soudain, ça coupa. Appel rejeté. Le cœur de Chloé commença à battre d'anxiété. Pourquoi avait-elle rejeté l'appel ? Elle rappela et tomba directement sur la messagerie vocale. Elle m'a bloqué. Non, impossible. Monique est âgée. Peut-être qu'elle a appuyé sur le mauvais bouton par erreur. Chloé répéta ce mantra dans sa tête, sachant qu'elle niait la réalité. À 18 heures, Chloé finit de se doucher et s'assit devant sa coiffeuse. Elle se maquilla légèrement, les mains tremblant un peu. Le mauvais pressentiment devenait de plus en plus fort. Elle rappela Nicolas. Cette fois, elle tomba directement sur la messagerie, tout comme pour Monique. Quelque chose n'allait vraiment pas. Chloé resta immobile, regarda son reflet dans le miroir. La femme dans le miroir était belle et avait réussi, mais elle semblait pathétique. Elle mendiait l'attention de personnes qui ne l'aimaient pas. Elle finançait la vie luxueuse de personnes qui ne daignaient même pas répondre à ses appels. Les mots de Nicolas de la veille lui revinrent à l'esprit. Tu sais ce que tu as à faire après ? Était-ce sa mission ? Éliminer Chloé après avoir reçu tout l'argent. Une fois la maison payée. Un frisson lui parcourut l'échine. Non, ce n'est pas possible. Nicolas m'aime. Du moins, il m'aimait avant. À 18h30, la fête devait déjà avoir commencé. Chloé était toujours assise dans sa chambre. La belle robe de soirée était toujours accrochée et le cadeau coûteux toujours emballé. Elle se sentait la personne la plus stupide du monde. Elle s'était préparée et maquillée pour une fête qu'elle avait payée, mais elle n'était même pas sûre d'être invitée. Elle respira profondément. Elle devait mettre fin à cette incertitude. Elle avait besoin d'une réponse claire. Elle prit son portable et ouvrit l'application de messagerie. Elle n'appellerait plus. Elle enverrait un message qui obligerait Nicolas à être honnête. Même si son cœur était en miettes, ses doigts soignés écrivirent sans trembler. « Chérie, je suis prête, je pars maintenant. » Elle envoya le message à Nicolas. Immédiatement, les 2 coches grises apparurent. Chloé regarda fixement l'écran du portable sans cligner des yeux, attendant qu'elle devienne bleue. Attendant une réponse. 1 minute passa. 5 minutes passèrent. Le portable dans sa main semblait lourd. Elle savait que quelle que soit la réponse, cela changerait sa vie pour toujours. Elle retint son souffle. Le temps semblait s'être arrêté dans la luxueuse chambre principale. Chloé fixait l'écran. Son message semblait si innocent et pathétique sous la lumière de la chambre. Les coches grises ressemblaient à une moquerie. Nicolas l'avait sûrement lu. Il devait avoir le portable en main, mais choisissait de ne pas répondre. Quelques minutes de plus passèrent et l'attente de Chloé se transforma de nervosité en une froide anxiété. Elle écoutait l'horloge murale du salon. Elle sonnait comme un marteau frappant lentement. Exactement à 18h45, le portable dans sa main vibra violemment. Le cœur de Chloé bondit jusque dans sa gorge. Elle déverrouilla l'écran avec des doigts tremblants. C'était un nouveau message de « Marie », une seule phrase, une phrase qui résumait toutes ses peurs, ses sacrifices vains et toute l'humiliation qu'elle avait reçue. « Ce n'est pas la peine que tu viennes ce soir. Mère ne veut pas que tu sois là. » Chloé lut la phrase 1, 2, 3 fois. Les mots ne semblaient pas entrer dans son cerveau. Ils étaient étranges, comme une langue étrangère incompréhensible. Le portable glissa lentement de sa main et tomba sur ses genoux couverts par son pyjama en soie.
Elle était toujours assise devant la coiffeuse. Dans le miroir se reflétait une belle femme parfaitement maquillée aux yeux vides. La coûteuse robe couleur or rose accrochée dans l'armoire semblait se moquer du destin de sa propriétaire. Le cher cadeau d'art était sur le lit, ressemblant à un monument à la stupidité. Le choc initial passa en quelques secondes, suivi d'une douleur physique lancinante. C'était comme si une main géante lui broyait le cœur. Ce n'était pas un « désolé ». La fête n'était pas reportée. Ni un « désolé, mère ne se sent pas bien ». C'était un rejet flagrant, cruel et intentionnel. Et celui qui avait envoyé le message était son mari, Nicolas. Il n'était pas un simple messager, il était un complice. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. L'appel téléphonique de Nicolas de la veille. Notre plan est sûr. Tu sais ce que tu as à faire? C'était la mission de Nicolas, éliminer proprement Chloé après que toutes les factures aient été payées. La maison était payée, la fête payée. Il n'avait plus besoin de Chloé. Elle n'était qu'un distributeur automatique périmé. D'autres souvenirs inondèrent son esprit sans contrôle. Le souvenir de quand elle avait annulé un voyage d'affaires crucial à Milan juste parce que Monique avait un rhume et voulait que sa belle-fille s'occupe d'elle. En réalité, Monique voulait juste se vanter devant ses voisines qu'elle pouvait traiter sa belle-fille, qui avait réussi, comme une domestique. Le souvenir de quand elle avait couvert les pertes de l'entreprise de café complètement ratée de Nicolas. Elle avait utilisé les fonds d'urgence de son entreprise, mais n'avait jamais entendu un mot de remerciement de Nicolas ou de Monique. Au contraire, elle n'avait entendu que des plaintes. Si tu allais donner de l'argent, tu aurais dû investir plus. Si j'avais eu plus de capital, j'aurais sûrement réussi. Chloé se souvint de tous les sarcasmes de Monique, disant que Chloé était trop rigide et démodée, qu'elle était tellement obsédée par le travail qu'elle en oubliait son devoir de femme. Et le plus douloureux, qu'elle était stérile parce qu'elle ne lui avait pas encore donné de petits-enfants. En réalité, ils n'étaient mariés que depuis 2 ans. Et c'était Chloé qui avait repoussé la grossesse pour stabiliser les finances de Nicolas et de sa famille. Pendant tout ce temps, Chloé avait tout supporté. Elle avait tout avalé par amour pour Nicolas. Elle avait toujours pensé que Nicolas était de son côté, qu'il avait simplement du mal entre sa femme et sa mère. Mais ce SMS était la preuve. Nicolas n'avait pas de mal. Il avait choisi, et il n'avait pas choisi Chloé. Les larmes commencèrent à s'accumuler au bord de ses paupières, chaudes, piquantes, pleines d'humiliation. Elle faillit sangloter. Elle voulait crier, jeter des objets, pleurer comme une folle. Mais au moment où elle regarda son reflet dans le miroir, quelque chose de différent se produisit. Les larmes s'arrêtèrent au bord des paupières. Une colère froide et claire comme de la glace sèche commença à couler dans ses veines. La douleur ne disparut pas, mais changea de forme. Elle se transforma en pouvoir. Elle n'était plus la femme faible qui déplorait son destin. Elle était Chloé, la femme qui avait bâti une entreprise de ses propres mains. La femme qui négociait avec des clients internationaux, la femme qui ne craignait pas de prendre des décisions difficiles, et ce soir elle prendrait la décision la plus difficile et en même temps la plus facile de sa vie. Elle n'était pas une victime, elle était une investisseuse qui venait de réaliser que son investissement était pourri. Et que fait un investisseur intelligent quand il sait que l'investissement est pourri? Il limite les pertes. Chloé ramassa le portable qu'elle avait laissé tomber. Ses doigts ne tremblaient plus. Elle rouvrit le message de Nicolas. Ce n'est pas la peine que tu viennes ce soir. Mère ne veut pas que tu sois là. Elle lut le message pour la dernière fois, non pas avec douleur, mais avec dégoût. Un sourire froid et ironique effleura ses lèvres peintes de couleur nude. Elle se regarda dans le miroir et se dit à elle-même à voix basse, « Bien, c'est vous qui avez commencé. » Ses doigts dansèrent sur l'écran. Elle écrivit une réponse courte et l'envoya à Nicolas. Une réponse qui les ferait dormir dans une sensation momentanée de victoire. Compris, chérie. Elle envoya le message. Elle savait que Nicolas le lirait et se sentirait soulagé. Bien, soumise comme toujours, penserait probablement Nicolas. Il retournerait profiter de la fête, ivre de victoire. Chloé laissa son portable personnel sur la coiffeuse. Elle n'en aurait plus besoin ce soir. Elle se leva et marcha résolument vers le bureau dans le coin de la chambre. Elle ignora la robe de soirée et le cadeau. Elle s'assit dans son confortable fauteuil de bureau, ouvrit un tiroir et sortit un autre portable. Un autre téléphone.
Son téléphone d'entreprise, un objet noir, solide, lourd et rempli de contacts de personnes importantes. L'écran du téléphone d'entreprise s'alluma, montrant une photo d'elle souriant avec confiance. C'était la vraie Chloé, la directrice générale Chloé, la Chloé qui contrôlait tout. Elle respira profondément et expira lentement. L'air dans la pièce semblait lourd. Elle savait qu'elle brûlerait les ponts dans l'heure qui suivrait, mais elle savait aussi qu'elle devait le faire pour construire un nouveau palais sur les cendres. Son doigt toucha l'écran et chercha le premier nom dans la liste de composition rapide. Le nom était Monsieur Martin, banque privée. Le jeu venait de commencer. À 19h, Chloé appuya sur le bouton d'appel. L'appel se connecta avec Monsieur Martin, son banquier privé, qui gérait ses actifs depuis 5 ans. Martin était un vrai professionnel. Madame la directrice, bonsoir. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas appelé en dehors des heures de bureau. On entendit une voix calme et grave à l'autre bout. Monsieur Martin, bonsoir. Désolé de vous déranger. J'ai plusieurs demandes urgentes qui doivent être traitées ce soir même. J'espère que vous n'êtes pas occupé. La voix de Chloé était complètement différente de celle d'il y a quelques minutes. Il n'y avait aucune trace d'émotion ni de doute, il n'y avait qu'un ton d'instruction froid et clair. Martin saisit la gravité. Bien sûr, madame. Je suis prêt. En quoi puis-je vous aider d'abord? Commença Chloé. Annulez immédiatement tous les prélèvements et virements programmés depuis n'importe quel compte à mon nom vers l'agence immobilière de Gordes ou les comptes liés. Effectif dès cet instant, charge de copropriété, facture, peu importe. C'est compris? J'annulerai tous les prélèvements liés à l'agence immobilière. On entendit Monsieur Martin taper sur l'ordinateur. Autre chose? Oui, ceci est crucial, continua Chloé. Il s'agit du virement final de 2 millions d'euros que j'ai fait cet après-midi. Je sais que les fonds sont déjà arrivés sur le compte du promoteur, mais je veux savoir à quel nom est le contrat de vente de cette maison. Martin vérifia les données. Même. Selon ce qui est écrit ici, la titulaire du contrat est Madame Monique. Et vous figurez comme garante totale et payeuse principale. Tous les fonds sont sortis de votre compte. Parfait, dit Chloé à voix basse. Monsieur Martin, contactez immédiatement le service juridique de la banque. Je veux geler cette transaction. Je veux récupérer mes fonds. Trouvez une raison, utilisez n'importe quelle raison, fraude, coercition ou influence indue. Peu m'importe. Je veux qu'il y ait des problèmes dans le processus de transfert de propriété de cette maison. On entendit un petit soupir de Monsieur Martin. Madame, c'est très compliqué. Les fonds ont déjà été transférés et annulés un contrat payé. Je sais que c'est compliqué, coupa Chloé sèchement. Je ne paie pas votre salaire pour que vous fassiez des choses faciles. Je suis une cliente VIP et ma priorité ce soir est de créer un problème légal sur cette transaction. Je ne signerai aucun document lié au transfert de propriété. Mettez cette maison en statut de litige bancaire. Vous me comprenez? Compris, madame. J'informerai l'équipe juridique tout de suite. Je prendrai toutes les mesures possibles. La voix de Martin était maintenant très sérieuse. Bien. Troisièmement, c'est le plus facile. Bloquez définitivement toutes les cartes familiales liées à mon compte principal, celles qui sont au nom de Monsieur Nicolas et de Madame Monique. Non, pas un blocage temporaire. Permanent avec effet depuis il y a 10 minutes. Cela peut être traité immédiatement. Blocage permanent pour Nicolas et Monique. C'est fait, dit Martin. Avez-vous besoin d'autre chose? Pour l'instant ça suffit. Envoyez-moi une confirmation par email de toutes les demandes dans 1 heure. Chloé dit cela et raccrocha. Elle ne s'arrêta pas. Ses mains cherchèrent immédiatement le contact suivant. C'était Monsieur Bernard, directeur marketing de l'agence immobilière de Provence. Chloé l'avait rencontré quelques fois. Allô, Monsieur Bernard, bonsoir. C'est Chloé, l'acheteuse du Massin. La voix de Chloé changea maintenant pour un ton légèrement paniqué, mais toujours contrôlé. Ah, Madame Chloé, bonsoir. Que se passe-t-il? La fête se passe bien? Salua Bernard joyeusement. La fête. Chloé lâcha un petit rire sec. Monsieur Bernard, je vous appelle car un problème très grave est survenu.
Je suis la garante et payeuse totale du dossier A12, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. 100% sont vos fonds. Bien, je viens de recevoir l'information que j'ai été escroqué par mon mari et ma belle-mère. Ils ont conspiré pour s'approprier cet actif. Quoi, madame? Qu'est-ce que vous dites? La voix de Bernard monta. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ce qui est clair c'est que moi, en tant que payeuse légitime, je n'ai jamais donné mon consentement pour aucun transfert de propriété. Je vous informe officiellement, je vais récupérer tous les fonds et je vais présenter un litige sur cette maison. J'ai fait le virement cet après-midi sous pression. Chloé mentit en mélangeant un peu de drame pour que le message passe. Mais, madame, l'argent est déjà payé et la fête est en cours. Exactement, monsieur Bernard. Envoyez votre équipe là-bas tout de suite. Arrêtez la fête et mettez la maison sous scellé. Cette maison est maintenant en litige. Je ne signerai aucun papier. Si le promoteur remet les clés à Monique, j'attaquerai votre entreprise pour complicité de fraude, monsieur Bernard. Oui, madame, calmez-vous. J'enverrai notre équipe de sécurité et l'équipe juridique sur place immédiatement. Nous gèlerons le statut de la maison. Bernard était en panique totale. Un procès d'une acheteuse multimillionnaire était son cauchemar. Bien, j'attends votre appel. Chloé raccrocha. 2 gâchettes pressées, banque et immobilier. Maintenant la 3e. Elle appela le chef des opérations de sa propre entreprise. Stéphane, désolé de t'appeler le soir. Prépare les documents de récupération des avantages exécutifs pour le directeur Nicolas. La berline de fonction DS9 noire, immatriculée 1234 KK. Elle est au nom de l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, patronne, c'est le véhicule fourni à votre mari, répondit Stéphane étonné. Non, plus maintenant. À partir de demain matin lance la récupération de ce véhicule. À 9 h du matin envoie quelqu'un récupérer la voiture où qu'elle soit et gèle le compte de paie à son nom. Il n'est plus employé de notre entreprise, dit Chloé. Nicolas avait le titre de directeur marketing dans l'entreprise de Chloé, mais c'était juste un cadeau. Sa performance au travail était proche de 0. Compris, patronne. Je le ferai immédiatement. Chloé posa le téléphone d'entreprise. Terminé. 3 appels. Total 45 minutes. En 45 minutes, elle avait détruit les fondations de la vie luxueuse que Nicolas et Monique étaient sur le point d'apprécier. Elle se leva et sortit du bureau. Elle enleva son pyjama, marcha vers la salle de bain et remplit la baignoire d'eau chaude. Elle versa des sels de bain au parfum de lavande. Elle avait besoin de se reposer. Alors qu'elle s'immergeait dans l'eau chaude, exactement à 20h10, le portable personnel qu'elle avait laissé sur la coiffeuse commença à hurler. L'écran brilla intensément. Appel de Marie. L'appel sonna longtemps et se coupa. Une seconde plus tard, il s'alluma de nouveau. Appel de belle-mère. Ça coupa. Appel de Marie. 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 Le portable vibrait violemment sur la table en verre, émettant un bourdonnement dans la chambre. Les appels arrivaient sans cesse, en état de panique, plein de colère. Chloé ferma les yeux et appuya sa tête sur le bord de la baignoire. Elle sourit légèrement. Elle ne toucha pas ce téléphone. Elle les laissa paniquer. Ce n'était que le début. Elle inhala profondément le parfum de lavande. Ce soir, elle dormirait tranquille. 20 h. Dans la nouvelle maison de Monique à Gordes, la fête battait son plein. La maison était pleine de lumière. Les lustres en cristal fraîchement installés brillaient, reflétant la lumière sur le sol en pierre naturelle. Des décorations de lys et de roses blanches remplissaient chaque coin, répandant une fragrance douce. De la musique classique jouait en fond, accompagnant les rires légers des invités et le son des coupes de champagne qui s'entrechoquaient. Monique était la protagoniste de la soirée. Elle portait une robe sur mesure pleine de paillettes brillantes et une coiffure complexe. Son visage, couvert d'un maquillage épais, brillait de triomphe. Elle se tenait au milieu de ses amis de la haute société. Tout le monde la félicitait. « Monique, c'est une maison ou un palais ? C'est vraiment impressionnant !» s'exclama une femme les bras couverts de bracelets en or. « Ah, ce n'est pas grand-chose.
Monique répondit en feignant la modestie tout en agitant la main comme pour montrer sa nouvelle bague en diamant. Tout est grâce à mon Nicolas. C'est un fils qui sait très bien comment faire plaisir à sa mère. Nicolas est vraiment un fils exemplaire. Et quelle chance il a d'avoir trouvé une femme comme Chloé. On dit que son entreprise est très grande, non? Intervint une autre. En entendant le nom de Chloé, le visage de Monique se durcit un instant, mais changea rapidement son expression pour un sourire forcé. Ah, Chloé. Oui, elle travaille beaucoup, dit-elle avec une nuance sous-entendant que travailler dur était quelque chose de honteux. Mais bien sûr, c'est Nicolas qui dirige tout. Sans Nicolas, Chloé ne serait rien. Mon Nicolas est très intelligent. Nicolas, qui était proche, sourit avec fierté. Il se sentait le roi. Il avait réussi. Il avait réalisé le plus grand rêve de sa mère. Il avait prouvé être un fils qui réussit. Il regarda sa montre. Cela faisait presque 1 heure qu'il avait envoyé le dernier message à Chloé. La réponse de sa femme, compris, l'avait beaucoup tranquillisé. Chloé était soumise comme toujours. Maintenant il pouvait profiter de cette fête sans interruption. Il sentait qu'il avait tout sous contrôle avec succès, tant sa mère capricieuse que sa riche épouse. Juste à ce moment-là, le responsable du traiteur, Monsieur Martin, un homonyme du banquier, s'approcha de lui avec une tablette et un sourire un peu rigide. Monsieur Nicolas, bonsoir. Excusez l'interruption. Selon le contrat, les 50% restants du service traiteur doivent être réglés durant l'événement de ce soir. Ah, bien sûr, dit Nicolas avec tranquillité. C'était attendu. Il sortit une carte de crédit Platinum de son portefeuille. C'était une carte familiale avec un plafond illimité que Chloé lui avait donné. Encaissez là-dessus. Le traiteur prit la carte et la passa dans le terminal portable. Quelques secondes plus tard, il fronça les sourcils. Désolé, monsieur. Elle a été refusée. Le sourire de Nicolas trembla un peu. Quoi? Refusé. Impossible. Essayez de nouveau. Ce doit être la mauvaise réception ici à la campagne. Le traiteur essaya de nouveau. Toujours refusé, monsieur, ça dit, opération rejetée. On commença à entendre des murmures silencieux autour. Certains invités qui étaient proches virent la scène par hasard et le visage de Nicolas commença à brûler. J'ai une autre carte, dit-il un peu nerveusement. Il sortit une carte métallique noire qui semblait très exclusive. C'était aussi une carte familiale de Chloé. Il la tendit au traiteur. Celle-ci fonctionnera sûrement. Le traiteur passa la carte. Le résultat fut le même. Celle-ci aussi est refusée, monsieur Nicolas, dit-il, carte bloquée de manière permanente, elle est annulée. Nicolas faillit crier. Qu'est-ce que vous voulez dire par bloqué? Ce n'est pas possible. Il commença à paniquer. La honte se répandait dans tout son corps. Il pouvait sentir les regards des invités cloués sur lui. Désolé, mais... La voix du traiteur était maintenant plus ferme et froide. Son sourire aimable disparut. Le montant total est de 30 000 €. Les règles de notre entreprise sont strictes. Si le paiement n'est pas complété, nous devons arrêter le service. Arrêter le service? La fête est en cours. S'emporta Nicolas. Nous arrêterons de servir les boissons et les chefs arrêteront la préparation des plats principaux. Et si ce n'est pas résolu dans 30 minutes, nous commencerons à retirer le buffet. Vous êtes fou? Nicolas était vraiment en état de panique. Monique remarqua le tumulte et s'approcha. Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le traiteur a l'air fâché? La voix de Monique était toujours arrogante. Il y a un problème avec les cartes de crédit, madame, dit le traiteur directement, sans montrer plus de respect. Le coût du service n'a pas encore été payé. Les yeux de Monique s'ouvrirent en grand. Quoi, Nicolas? Pourquoi ce n'est pas encore payé? Où est ta femme? Pourquoi ne s'est-elle pas occupée de ça? Juste à ce moment-là arriva le deuxième chaos. La musique classique s'arrêta soudainement. Tous les invités se tournèrent vers l'entrée. Là se trouvaient 3 hommes en costume noir. Ce n'étaient pas des invités. Leur visage était sérieux et tendu. Celui qui était au centre, qui semblait avoir le plus d'autorité,
était Monsieur Bernard de l'agence immobilière, que Nicolas connaissait aussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes désolés d'interrompre la fête. La voix de Monsieur Bernard résonna forte et claire dans l'espace soudainement silencieux. Je suis le directeur Bernard de l'agence immobilière de Provence. Je cherche Madame Monique et Monsieur Nicolas. Tous les regards se dirigèrent maintenant vers Nicolas et Monique. Les deux semblaient être sous les projecteurs d'une scène. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bernard? Demanda Nicolas. Sa voix tremblait. Un problème administratif très grave est survenu, dit Bernard en s'approchant. Il ne se souciait plus de l'étiquette de la fête. Nous venons de recevoir une notification de la banque et de notre équipe juridique. Madame Chloé, payeuse principale et garante totale de cette maison, a retiré son consentement pour cette transaction. Quoi? Cria Monique. Retirer le consentement? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette maison est payée. La femme de mon fils a tout payé. C'est ça le problème, madame. La voix de Bernard était froide. Elle a payé et elle a présenté le litige. Madame Chloé allègue des circonstances de fraude et de coercition. En tant que payeuse légitime, elle n'a jamais consenti à vous remettre les clés. Les fonds transférés cet après-midi ont été gelés par la banque à sa demande. Légalement, cette maison est actuellement en litige. Silence. C'était si silencieux qu'on pouvait entendre la glace fondre dans le verre d'un invité. Litige. Le visage de Monique devint pâle comme un cadavre. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Demanda un invité rompant le silence. Cette fête est terminée, dit Bernard avec fermeté. Pour la sécurité juridique, nous demandons à tous les invités de quitter les lieux immédiatement. Cette maison sera mise sous scellé temporairement par nous jusqu'à ce que la situation légale soit éclaircie. Le chaos éclata. Les invités, ces dames de la haute société, n'eurent pas besoin qu'on le leur dise deux fois. Elles sortirent précipitamment en murmurant. Certaines rirent même effrontément. La meilleure fête s'était transformée en enfer en un instant. Ce n'est pas possible! Cria Nicolas. Il sortit son portable. Il devait appeler Chloé. Il composa le numéro de sa femme avec des mains tremblantes. Le téléphone sonna. Elle ne répondit pas. Il appela de nouveau. Elle ne répondit pas. Réponds, Chloé. Réponds. Cria Nicolas désespérément. Monique, voyant Nicolas paniquer, sortit son propre portable. Je vais l'appeler. Sûrement qu'elle a peur de moi. Monique appela. Rejeté. Elle appela de nouveau. Messagerie. Elle appela encore. Dans la salle de bain silencieuse, entre le parfum de lavande, Chloé regardait l'écran du portable qui vibrait violemment sur la coiffeuse. Appel de mari, appel de belle-mère, appel de mari. Le portable criait sans cesse. Chloé sourit simplement, ferma les yeux et profita de l'eau chaude qui enveloppait son corps. Le chaos dans la maison en litige progressait rapidement. Les amis de la haute société qui louaient Monique jusqu'aux nues se dispersaient maintenant comme des rats quittant un navire qui coule. Leur visage plein de sourires faux montraient maintenant un mélange de surprise, de pitié et surtout, de joie malicieuse. Le potin le plus chaud de l'année se déroulait sous leurs yeux. Mon Dieu, qu'on te mette sous scellé comme ça, quelle honte, chuchota une dame à son amie alors qu'elle marchait vite vers leur voiture. Je savais bien qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter une maison pareille. C'est sûr que c'est la belle-fille qui l'a achetée et maintenant elle s'est fâchée. Ils l'ont bien mérité, répliqua une autre en prenant des photos précipitamment de la façade de la maison, où l'équipe de sécurité du promoteur commençait à arriver. Monique était debout comme figée sur la terrasse en pierre qui, quelques minutes plus tôt, était sa scène de victoire. Elle tremblait violemment, mais pas de froid. C'était de colère et d'une honte insupportable. Sa robe brillante ressemblait maintenant à un déguisement de clown. Le maquillage épais de son visage commençait à couler à cause de la sueur froide. Nicolas, pourquoi elle ne décroche pas? Cria Monique hystériquement. Elle regarda Nicolas avec des yeux exorbités. Tout est de ta faute. Pourquoi lui as-tu envoyé ce message? Pourquoi lui as-tu dit de ne pas venir? Nicolas, qui appuyait répétitivement sur le bouton d'appel, resta glacé. L'aveu de sa mère devant l'équipe du promoteur et les employés du traiteur restant fut une erreur fatale.
Monsieur Bernard de l'agence immobilière haussa un sourcil. Ah, donc vous avez intentionnellement empêché la partie payeuse d'assister à son propre événement. Cela soutient encore plus les allégations de Madame Chloé. Ça ne vous regarde pas, cria Monique. Elle se tourna de nouveau vers Nicolas. Continue d'appeler. Dis-lui de venir ici. Dis-lui de dire à ces gens que tout est un malentendu. Vite. J'essaie, maman. Elle ne répond pas, répondit Nicolas. Il était aussi honteux, mais la panique était plus grande. Il ne savait pas quoi faire. Pendant que mère et fils se disputaient, le responsable du traiteur donna un signal à son équipe. Remballer. Son ordre fut bref. Les serveurs qui jusqu'à il y a un instant servaient la nourriture agilement, se mouvaient maintenant avec plus de rapidité. Ils commencèrent à empiler les assiettes sales brusquement. Toast de foie gras, gambas grillés, saumon. La nourriture du buffet qui n'avait même pas été touchée fut couverte immédiatement et sortit sur des chariots. Ils arrachèrent toutes les décorations florales qu'ils avaient installées. Les serveurs démontèrent la machine à café et récupérèrent toutes les bouteilles de champagne. Ils travaillaient rapidement et efficacement, comme une équipe de cambrioleurs professionnels. « Et, qu'est-ce que vous faites » cria Monique. « Vous ne pouvez pas emporter cette nourriture. »« Ce n'est plus payé, madame, » répliqua cyniquement le traiteur. « Comme le paiement a été refusé selon le contrat, nous récupérons tout ce qui est notre propriété. En cas de non-paiement, tous les biens, y compris la nourriture intacte, nous reviennent. » Certains serveurs retirèrent même les nappes, laissant seulement les tables en bois nu. La fête luxueuse ressemblait maintenant à un lieu fraîchement pillé. La honte de Monique atteignit sa limite. Elle devait voir comment il dépouillait les restes de sa splendeur sous ses yeux. Après le départ du traiteur, c'était au tour de l'équipe du promoteur. Monsieur Bernard sortit un rouleau de grands autocollants jaunes. Monsieur Nicolas, Madame Monique, nous sommes vraiment désolés, mais nous vous demandons de quitter cette propriété. Quoi? Vous nous mettez dehors? C'est notre maison. Hurla Monique. Plus maintenant, madame. Jusqu'à ce que ce litige soit résolu, c'est une propriété du promoteur saisie par la banque. Si vous avez des objets personnels importants, prenez-les. Je vous donne 5 minutes, dit un agent de sécurité énorme qui accompagnait Bernard. 5 minutes. Nicolas et Monique n'avaient rien ici. À part leur fierté en miettes, les deux descendirent les escaliers de la terrasse en titubant, vêtus de leurs costumes de fête les plus chers. Derrière eux, l'équipe de sécurité colla un grand autocollant jaune sur la majestueuse porte en bois. Accès interdit pour litige légal. Et le garde mit un cadenas supplémentaire sur la porte principale. Monique et Nicolas étaient maintenant debout dans la rue, devant le portail de la maison de leurs rêves. Les lumières du jardin étaient encore allumées, illuminant ironiquement leurs visages pâles et vaincus. Les voitures des derniers invités passaient en trombe. Les passagers ne saluaient même pas, comme s'ils étaient gênés. Ça, c'est un rêve, Nicolas. C'est un rêve, n'est-ce pas? Chuchota Monique. Ses jambes lâchèrent et elle s'assit sur le trottoir poussiéreux. Sa robe chère se salit. Nicolas ne répondit pas. Il continuait de regarder son portable. Des dizaines d'appels manqués. Des dizaines de messages avec seulement la coche grise. Il écrivait de nouveaux messages en panique encore et encore. Chloé, décroche le téléphone. Chloé, réponds maintenant. Maman va s'évanouir par ta faute. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as bloqué les cartes? Tu es folle? Tu nous as ridiculisés moi et maman. Je t'ai dit de répondre. Les messages continus s'envoyaient sans réponse. Nicolas voulait jeter le portable sur la route. Il était désespéré, furieux et effrayé. Dans son appartement parisien, Chloé sortit enfin de la salle de bain. Elle portait un pyjama en coton confortable. Elle avait les cheveux enveloppés dans une serviette. Elle prit son portable personnel qui vibrait encore. Elle vit les messages de colère et de panique de Nicolas. Elle lut tous ces messages avec une expression tranquille. Et ses doigts élégants écrivirent une réponse. Elle ne répondit pas à l'avalanche de questions de Nicolas, elle écrivit juste une phrase simple, directe et qui traversait avec précision le cœur de son arrogance. « Il y a un problème, chérie? Tu m'as dit que mère ne voulait pas que je sois là. » Le message fut envoyé.
2 coches bleues. Devant la maison sous scellée, sur le trottoir sombre, le portable de Nicolas sonna. C'était la réponse de Chloé. Nicolas l'ouvrit précipitamment. Monique, voyant un mince espoir, pencha aussi la tête. Ils lurent cette phrase ensemble. « Il y a un problème, chérie ? Tu m'as dit que mère ne voulait pas que je sois là. » Silence. À ce moment-là, Nicolas et Monique réalisèrent. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur du système bancaire. Ce n'était pas un malentendu. C'était une vengeance. Chloé savait. Elle savait tout et elle avait planifié tout ça. Le visage de Nicolas passa de la panique à la terreur. Le visage de Monique passa de la colère à la peur pure. Il venait de réaliser. Ils n'avaient pas insulté une belle fille soumise. Ils avaient réveillé un dragon endormi. La rue à l'extérieur du domaine luxueux de Gordes était froide et silencieuse, très différente de la splendeur de la fête qu'ils venaient de vivre. Monique et Nicolas étaient maintenant littéralement à la rue. Après avoir été humiliés et expulsés, ils étaient debout sur le trottoir comme deux mendiants avec des vêtements chers. Ils durent attendre longtemps avant de pouvoir trouver un moyen de transport pour rentrer, leur rêve provençal s'étant transformé en cauchemar logistique. Finalement, après avoir supporté la honte, ils réussirent à organiser un retour vers Paris, long et silencieux. Le voyage fut rempli d'un silence étouffant. Nicolas ne savait pas quoi dire. Devait-il retourner dans ce vieil appartement dont sa mère se plaignait toujours ? Ou à l'appartement de Chloé, ce penthouse de luxe dans le 16e arrondissement ? Au 16e, chuchota Monique. Elle avait la voix rauque. Nous devons voir cette femme. Nous devons lui faire annuler tout ça. Nicolas hocha la tête. Il devait parler à Chloé. C'était sûrement juste du bluff. Chloé l'aimait. Sûrement qu'il pourrait faire changer d'avis Chloé. S'il se fâchait un peu et la suppliait un peu, Chloé redeviendrait la femme soumise qu'il connaissait. Quand ils arrivèrent enfin dans le hall de leur luxueux immeuble parisien, Nicolas rencontra le premier problème. Il passa le badge d'accès devant la porte du hall. Une lumière rouge s'alluma. Échec. Il essaya de nouveau. Échec. Accès refusé. Nicolas jura à voix basse. Et maintenant qu'est-ce qu'il y a ? Cria Monique. Le badge ne marche pas. Grogna Nicolas. Monsieur Nicolas. Un garde de sécurité du hall s'approcha d'eux. Désolé, mais à la demande de la propriétaire, l'usage de votre badge a été suspendu. Propriétaire ? Je suis son mari. Nicolas commença à exploser émotionnellement. Désolé. Les règles sont les règles. Nous devons contacter Madame Chloé d'abord pour obtenir la permission pour votre entrée, dit le garde avec fermeté mais politesse. Le visage de Monique devint rouge comme une tomate, expulsée de sa nouvelle maison, et maintenant elle devait demander la permission comme une invitée pour entrer dans l'appartement qu'elle considérait comme celui de son fils. C'était une nouvelle couche d'humiliation insupportable. Le garde appela par l'interphone. Bonsoir, Madame Chloé, sécurité. Monsieur Nicolas et Madame Monique sont dans le hall. Puis-je les laisser monter ? Il y eut un bref silence. Nicolas retint son souffle. Si Chloé les rejetait dans le hall, sa vie était finie. La voix tranquille de Chloé s'entendit par l'interphone. Qu'ils montent, je les attends. Nicolas se sentit un peu soulagé. Tu vois ? Elle m'attend, dit-il au garde et il traîna sa mère par le bras vers l'ascenseur. L'ascenseur semblait bouger trop lentement. Nicolas arrangea sa chemise froissée. Monique arrangea ses cheveux tordus. Ils se préparaient pour la guerre. Digne. La porte de l'ascenseur s'ouvrit à l'étage du penthouse. Nicolas n'eut pas besoin de sonner. Il vit que la porte de la maison était entr'ouverte. Il poussa la porte brusquement. « Chloé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» cria-t-il en entrant. La scène à l'intérieur de l'appartement le laissa stupéfait. Chloé ne pleurait pas, n'était ni effrayée ni en panique. Elle était assise confortablement sur le canapé du salon avec un pyjama en coton et les cheveux mouillés enveloppés dans une serviette. Face à elle, sur la table basse, il y avait une tasse de thé au gingembre fumante. Elle semblait tranquille et fraîche, comme si elle venait de profiter d'un spa à la maison. Un contraste brutal avec Nicolas et Monique,
qui était sale, épuisé et plein de colère. « Asseyez-vous, » dit Chloé à voix basse. Sa voix était tranquille comme l'eau d'un étang. « Qu'on s'asseye ?» Monique fit un pas en avant en criant. « Tu nous fais subir cette honte et tu nous dis de nous asseoir? Tu sais ce que tu as fait? » Ce n'était pas Chloé, je ne sais pas à quoi tu joues, mais c'est allé trop loin. Intervint Nicolas. Sa voix tremblait entre la colère et la peur. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu as annulé mes cartes. Tu as fait mettre la maison de maman sous scellé. Tu es folle? Chloé regarda fixement Nicolas. Elle chercha dans les yeux de son mari une trace de l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Elle ne put rien trouver, seulement de la peur et de l'égoïsme. Folle? Chloé ouvrit enfin la bouche. Sa voix ne monta pas, mais elle était tranchante. Qui est fou? Moi, qui ai travaillé jusqu'à l'os pour acheter la maison de vos rêves, ou vous, qui profitez de mon argent tout en m'insultant dans mon dos? Nicolas garda le silence. Que je vous ai humilié? Chloé lâcha un petit rire sans humour. Mère n'a-t-elle pas dit elle-même qu'elle ne voulait pas que je vienne? Je n'ai fait que suivre les ordres. Je ne suis pas venu. J'ai simplement récupéré tout ce qui est ma propriété. Ta propriété? Cria Monique. Ici il n'y a rien à toi. Tout ce que tu as c'est grâce à mon fils Nicolas. Sans mon fils tu ne serais rien. Tout ton patrimoine est aussi le patrimoine de mon fils. Patrimoine de son fils? Chloé regarda maintenant sa belle-mère. Le léger sourire disparut, remplacé par un regard froid que Nicolas n'avait jamais vu. Parlons des faits, belle maman. J'ai fondé cette entreprise 6 ans avant d'épouser Nicolas. J'ai acheté cet appartement comptant 2 ans avant de connaître Nicolas. Les voitures dans le garage sont toutes au nom de mon entreprise et cette maison luxueuse dont vous vous vantiez tant a été payée à 100% avec l'argent de mon compte personnel. Alors dites-moi exactement, où est le patrimoine de votre fils? Monique resta bouche bée. Elle ne pouvait pas répondre. Chloé, arrête de dire des bêtises. Nicolas essaya de prendre le contrôle de la conversation. Son ton s'adoucit un peu, tentant la stratégie de la supplique. D'accord, d'accord. Je me suis trompé. Je demande pardon pour avoir envoyé ce message. Maman m'a obligé. Tu sais comment elle est. Mais il n'y avait pas besoin d'en arriver là. Chérie, annule tout ça. Appelle la banque, appelle le promoteur. Dis que c'était un malentendu. On peut encore arranger ça. Chloé le regarda. Arranger ça? Il n'y a rien à arranger, Nicolas. Ce SMS n'était pas une erreur. C'était la vérité. La vérité qui m'a enfin ouvert les yeux. Elle se leva de son siège. J'ai fini, dit-elle avec calme. Fini? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Nicolas. Un mauvais pressentiment l'envahit. Chloé marcha vers la porte. Près d'elle il y avait 2 grandes valises et un sac de voyage. C'étaient des valises que Nicolas reconnut comme les siennes. Ce mariage est terminé et mon rôle de distributeur automatique pour vous aussi, dit Chloé. Elle donna un petit coup de pied aux valises vers Nicolas. Ce sont tes affaires. J'ai mis tout ce que j'ai pu. Vêtements chers, collection de montres, chaussures. Les yeux de Nicolas s'ouvrirent de terreur. Tu me mets dehors? Je ne te mets pas dehors, corrigea Chloé. Je te renvoie juste là où est ta place. C'est mon appartement. Je l'ai acheté avec mon sang et ma sueur et je ne veux pas respirer le même air que quelqu'un qui m'insulte et conspire avec sa mère pour me tromper. Escroc. Attention à ce que tu dis, Chloé. Cria Monique. Vous profitiez de mon argent, mais vous m'avez dit de ne pas venir à la fête que j'ai payée. Si ce n'est pas une escroquerie, qu'est-ce que c'est? Répliqua Chloé sèchement. Maintenant s'il vous plaît, sortez tous les deux. Chloé, ne fais pas ça. Nicolas était vraiment effrayé. Il essaya de prendre la main de Chloé. Chloé retira sa main comme si elle avait touché du feu. Ne me touche pas. Pour la première fois elle éleva la voix. J'ai ordonné de récupérer ta voiture de fonction et ils l'emmèneront demain à 9 h du matin. Les cartes de crédit sont déjà bloquées et demain matin mon avocat t'enverra la demande de divorce. Non, non. Nicolas nia de la tête,
incrédule. Ah, et une chose de plus. Chloé sourit cyniquement. Vivez confortablement dans votre nouvelle maison. C'était laquelle? Ah, celle qui est encore sous scellé. Elle ouvrit la porte de l'appartement en grand, montrant la sortie. Dehors, ordonna-t-elle. Monique, voyant Nicolas figé par le choc, essaya d'avancer pour pousser Chloé. Tu ne peux pas faire ça à mon fils. Chloé attrapa la main de Monique avec une force surprenante. N'essayez pas de me toucher à nouveau dans ma propre maison, belle maman. Grogna Chloé. Ses yeux lançaient des éclairs. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la sécurité pour qu'ils vous traînent dehors. En voyant le regard de Chloé, Monique prit peur. Elle fit un pas en arrière. Nicolas traîna ses valises avec des mains tremblantes. Il regarda Chloé une dernière fois en cherchant de la pitié. Ce qu'il trouva fut un mur d'acier. Lui et sa mère sortirent du Penthouse. Au moment où ils franchirent le seuil, Chloé dit « Adieu, monsieur Nicolas. » « Adieu, Monique. » Et la porte se ferma. On entendit le son de la double serrure tourner de l'intérieur. Clac, clac. Nicolas et Monique étaient debout dans le couloir froid et luxueux. À côté du tas de valises, ils étaient maintenant officiellement des sans-abri. Nicolas frappa le mur du couloir avec frustration. « Ah, Chloé, ouvre. On peut encore parler, Chloé. » Il n'y eut aucune réponse, seulement le silence. Cette nuit fut la plus longue de la vie de Nicolas et Monique. Ils n'avaient nulle part où aller. La vieille maison de Monique à Neuilly n'étant plus disponible, probablement déjà vendue ou louée pour financer leurs rêves, ils durent se rabattre sur un petit appartement insalubre en Seine-Saint-Denis, une option honteuse, mais ils n'en avaient pas d'autre. Aller à l'hôtel? Avec quelle carte paierait-il? Toutes les cartes de Nicolas étaient bloquées. L'argent liquide dans son portefeuille suffisait à peine pour payer le taxi jusqu'à là-bas. Finalement, ils arrivèrent au vieux logement passé minuit. L'endroit, qui était vide depuis des semaines, sentait le renfermer et était plein de poussière. Monique, qui portait toujours sa robe de fête, explosa de colère. « Tout ça est de ta faute, Nicolas. Si tu avais été plus ferme, si tu n'avais pas autant dépendu de l'argent de cette femme. » Monique blâmait son fils, oubliant quelle était la source de toutes les exigences matérielles. « C'est vous qui m'avez dit d'envoyer ce message, » répliqua Nicolas sans se laisser faire. « C'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas voir sa tête à la fête. » Ils se disputèrent violemment au milieu du salon poussiéreux, entourés ironiquement par les coûteuses valises de Nicolas. Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres étroites, le cœur brisé et plein de ressentiments mutuels. Le lendemain matin, la réalité les frappa plus fort. Nicolas se réveilla au son de son portable. Ce n'était pas un appel, c'était l'alarme. 9 heures du matin. À ce moment-là, il se souvint de quelque chose. La voiture. Il sortit en courant. Effectivement, devant le petit immeuble était garée sa berline de luxe DS9 noire, la voiture de l'entreprise de Chloé. 2 hommes corpulents en sortirent. Nicolas essaya de crier, mais il vit que la voiture était déjà garée hors de la clôture. L'homme s'approcha simplement de lui. « Monsieur Nicolas, nous sommes l'équipe de récupération d'actifs de l'entreprise. La directrice Chloé a ordonné de récupérer ce véhicule, » dit un homme en montrant l'ordre de travail. Nicolas ne put rien faire, il ne put que remettre les clés docilement. Il vit la voiture de luxe qu'il conduisait avec fierté s'éloigner, conduite par une autre personne. Maintenant, il n'avait vraiment plus rien. Le coup ne s'arrêta pas là. Vers 11 heures du matin, pendant que Nicolas et Monique mangeaient un petit déjeuner misérable de café et de pain dur, un coursier s'arrêta devant la maison. Document pour monsieur Nicolas et madame Monique. Nicolas sortit à contre-cœur. Le coursier lui remit 2 enveloppes marron épaisses, une pour lui, une pour sa mère. Monique prit l'enveloppe avec méfiance, la déchira brusquement. En voyant le logo en haut de la lettre qui était à l'intérieur, ses yeux s'ouvrirent en grand, « Agence immobilière de Provence ». Elle lut à voix basse. C'était une notification officielle. Elle informait de l'annulation du contrat de vente dû au litige présenté par madame Chloé et au rejet du paiement. Elle disait qu'une grande partie du dépôt déjà payé serait perdue au titre de pénalités et de coûts de dommages et intérêts pour la fête annulée. La maison a disparu, chuchota Monique sans force. Son corps vacilla.
Si elle ne s'était pas tenue au cadre de la porte, elle serait tombée. Nicolas ne l'écouta pas. Il était distrait par sa propre enveloppe. L'enveloppe était plus épaisse. Elle avait le logo d'un célèbre cabinet d'avocats de Paris. En l'ouvrant, son cœur battait à tout rompre. Demande de divorce. Les mots sautèrent aux yeux. Nicolas lut page par page avec des mains tremblantes. Ce n'était pas un simple divorce, c'était une demande de division de biens, mais Chloé et son avocat l'avaient préparée très minutieusement. La demande était détaillée avec clarté. Chloé sollicitait le divorce en se basant sur un traitement injuste, une fraude et une exploitation financière de la part du mari et de sa famille. Le plus terrible étaient les annexes. Il y avait des dizaines de pages, des copies de relevés bancaires montrant le flux de millions d'euros depuis le compte de Chloé vers les comptes de Nicolas et Monique, des preuves de virement du paiement de la maison, des preuves de paiement de tous les frais de traiteur et de décoration, des copies des titres de propriété de l'appartement. Et les actifs de l'entreprise achetés bien avant le mariage. La réclamation était claire. Chloé exigeait une stricte séparation de biens. Tous ces biens propres étaient intouchables. Quant aux biens communs, qui étaient presque nuls puisque Nicolas n'avait pas de revenus, Chloé disait être prête à les partager. Mais le plus dévastateur était que Chloé exigeait de Nicolas qu'il rembourse tous les bénéfices de l'entreprise dont il avait profité, les considérant comme une dette personnelle. Nicolas s'assit sur le sol de la terrasse sale. Terminé. Il était complètement fini. Chloé ne faisait pas que divorcer de lui, elle le détruisait financièrement jusqu'à la racine. « Nicolas, qu'est-ce que dit ta lettre ?» demanda Monique avec urgence en voyant le visage pâle de son fils. Nicolas lui tendit les papiers sans dire un mot. Monique lut. Elle ne comprenait pas tous les termes juridiques, mais elle comprit les mots « demande de divorce » et « réclamation de dommages ». La colère qui s'était éteinte un instant explosa de nouveau à l'intérieur de Monique, mais elle savait que se fâcher ne résoudrait pas le problème. Elle devait changer de tactique. Sa ruse commença à fonctionner. Non, chuchota Monique. Elle plissa les yeux. Elle ne peut pas faire ça. Elle t'aime encore, Nicolas. Elle est juste fâchée. Fâchée ? Elle nous ruine, maman. Alors nous devons faire en sorte que sa colère passe, dit Monique. Une idée grotesque se forma dans sa tête. Il faut demander pardon. Il faut de nouveau attendrir son cœur. Maman s'agenouillera devant elle. Je pleurerai devant elle. C'est une bonne fille. Elle ne pourra pas supporter de voir sa belle-mère à genoux. Nicolas regarda sa mère. Il savait exactement ce qu'elle planifiait. Ce n'étaient pas des excuses sincères, c'était du théâtre. Mais il n'avait pas d'autre choix. Cet après-midi-là, les deux allèrent en taxi à l'entreprise de Chloé habillés humblement. Monique s'était même décoiffée exprès pour paraître plus pathétique. Ils arrivèrent au majestueux hall de l'entreprise de mode. En voyant l'aspect lamentable de Nicolas et Monique, le personnel de réception les arrêta immédiatement. « Qui cherchez-vous ? » Nous venons voir la directrice Chloé. Je suis son mari, Nicolas. La directrice Chloé est en réunion, mais vos noms sont déjà sur la liste, dit la réceptionniste en regardant l'écran de l'ordinateur. Monsieur Nicolas et Madame Monique sont sur la liste d'accès interdit, donc ils ne peuvent pas entrer dans l'entreprise. Quoi ? Nicolas frappa le comptoir de réception. Juste à ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'ouvrit avec indigne. Chloé sortit accompagnée de deux cadres. Elle portait un tailleur bleu marine qui lui donnait une allure imposante. Son visage avait l'air frais et concentré, comme si la veille ne lui pesait absolument pas. Elle riait légèrement en parlant de quelque chose avec les cadres. En voyant Chloé, Monique courut immédiatement et commença sa performance. « Chloé, ma fille !» Monique se jeta au sol à genoux en essayant d'attraper les jambes de Chloé. « Je me suis trompée, ma fille, je me suis trompée. » Monique criait en pleurant, attirant les regards de tout le hall. Les employés qui passaient s'arrêtèrent immédiatement pour murmurer. « Je suis une pécheresse. J'étais folle. Ne divorce pas de Nicolas, ma fille. Il le vit très mal. Regarde-nous. Nous sommes si misérables. S'il te plaît, pardonne-moi. » Nicolas se tenait derrière elle en faisant la mine la plus triste et convaincante qu'il pouvait. Chloé s'arrêta. Son sourire disparut. Elle regarda vers le bas la personne qui se vautrait à ses pieds,
regarda Monique et regarda Nicolas. Il n'y avait pas une once de compassion dans ses yeux, il n'y avait qu'un profond dégoût. Elle soupira et dit au cadre, « Stéphane, appelle la sécurité s'il te plaît. »« Chloé, c'est moi, c'est maman. » cria Monique plus fort. Chloé se pencha un peu, mais pas pour relever Monique. Elle regarda directement dans les yeux pleins de fausses larmes de sa belle-mère. « Vous n'êtes pas ma mère, » dit Chloé à voix basse, mais sa voix s'entendit clairement dans le hall silencieux. « Ma mère m'a appris la dignité et l'honnêteté. Vous ne vouliez que mon argent. » Chloé se redressa et dit, « Ce théâtre bon marché est terminé. » Deux gardes de sécurité s'approchèrent rapidement. « Qu'est-ce qui se passe, patronne ? Sortez ces deux personnes du bâtiment, s'il vous plaît. » La voix de Chloé redevint normale et professionnelle. « Assurez-vous qu'ils ne remettent plus jamais les pieds dans le bâtiment de mon entreprise. » « Jamais. »« Compris, patronne. » Les gardes attrapèrent les bras de Monique et Nicolas. « Non, lâchez-moi. »« Chloé, Dieu te punira. »« Ingrate. » Soudain, les pleurs de Monique cessèrent et son visage se transforma en un masque de colère terrible. Son théâtre fut découvert en un instant. Elle donnait des coups de pied et lançait des insultes. Nicolas n'eut d'autre choix que de suivre docilement pendant qu'on le traînait. Il regarda Chloé, qui ne se retourna même pas. Chloé arrangea simplement ses vêtements, se retourna et se dirigea de nouveau vers l'ascenseur, continuant sa conversation avec le cadre comme si de rien n'était. Alors qu'on traînait Monique à travers les portes en verre du hall, elle cria pour la dernière fois. « Tu regretteras, Chloé, tu deviendras vieille et tu seras seule. » Les portes en verre se fermèrent bloquant sa voix. Chloé, à l'intérieur de l'ascenseur sourit seulement légèrement. Elle avait déjà dépassé le regret. Maintenant elle entrait dans le champ de la liberté. Les mois suivants furent un enfer pour Nicolas et Monique. Après avoir été expulsés de manière humiliante de l'entreprise de Chloé, ils retournèrent à la maison étroite de banlieue. Cette maison, qu'ils avaient une fois abandonnée avec arrogance pour la maison de leurs rêves, ressemblait maintenant à une prison étouffante et misérable. La fête ratée, la maison sous scellée et l'histoire humiliante de Monique expulsée du hall de l'entreprise de Chloé se répandirent plus vite que le feu. Les amis de la haute société de Monique ne s'éloignèrent pas seulement d'elle, mais firent activement d'elle la risée de toutes les réunions. Monique ? Ah, celle du litige. Ah. J'ai entendu dire qu'elle vit de nouveau dans un taudis. Quel dommage. C'est pour ça qu'il ne faut pas être arrogante, surtout avec l'argent de la belle-fille. Monique, qui vivait pour la reconnaissance sociale, s'effondra complètement. Elle s'enferma dans sa chambre pendant des jours. Elle refusait de manger. Elle ne sortait pas de la maison par honte de rencontrer les voisins. Le stress, la honte et les habitudes alimentaires irrégulières firent que sa santé se détériora rapidement. Son hypertension réapparut et son diabète s'aggrava. La femme qui s'ornait autrefois de robes brillantes gisait maintenant dans un lit grinçant avec un vieux pyjama en déplorant son destin. Pendant ce temps, Nicolas essayait de trouver une issue. Ses économies, qui étaient en réalité des restes de l'argent que Chloé lui donnait, disparurent rapidement dans les dépenses de subsistance. Il devait trouver un travail, mais que pouvait-il faire ? Le titre de directeur marketing dans l'entreprise de Chloé n'était qu'une façade. Il n'avait jamais vraiment travaillé, il n'avait pas de compétences réelles. Nicolas envoya de faux CV avec son expérience de directeur à plusieurs entreprises. Il obtint quelques entretiens, mais tous se soldèrent par un échec. Les recruteurs expérimentés se rendirent compte rapidement que l'homme face à eux était vide. « Monsieur Nicolas, dans votre CV il est dit que vous avez augmenté les exportations de 200%. Pourriez-vous expliquer quelle stratégie spécifique vous avez utilisée ? Comment avez-vous analysé le marché européen ? » demanda le DRH d'une entreprise. Nicolas balbutia. Bien sûr, en travaillant dur et en voyant les tendances. Oui, j'ai vu les tendances sur Internet. Le recruteur sourit seulement légèrement et ferma le dossier. Compris, monsieur Nicolas. Nous vous appellerons. Nous vous appellerons, était le code universel pour « vous êtes écarté ». Après des dizaines de refus, Nicolas commença à désespérer. Il n'eut d'autre choix que de baisser la barre. De directeur à manager, refusé. À chef de rayon, refusé. À simple employé, refusé. Finalement, avec une honte immense, il dut faire tout ce qu'il pouvait obtenir.
comme il n'avait plus de voiture, il dut se contenter de faire des livraisons et des petits boulots mal payés, conduisant parfois une vieille voiture de location bas de gamme pour survivre, une réalité bien loin de ses anciennes prétentions. La vie luxueuse dont il profitait, les voitures haut de gamme, les montres chères, les repas dans des restaurants de luxe, semblaient maintenant un rêve lointain. Sa réalité était de s'asseoir dans une vieille voiture qui sentait le tabac pendant des heures en attendant une course et il rentrait souvent à la maison en gagnant à peine de quoi payer l'essence et un repas. La maison étroite devint un champ de bataille éternel. Monique malade devint de plus en plus exigeante et irritable. Nicolas, épuisé physiquement et mentalement, explosait aussi facilement. Nicolas, où est l'argent? Je n'ai plus de médicaments. Quel genre de travail fais-tu? Tu ne peux même pas gagner de quoi payer les médicaments de ta mère? Criait Monique depuis la chambre. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Tu crois que c'est facile de gagner de l'argent? Répliqua Nicolas en jetant les clés sur la table. Je conduis de l'aube jusqu'à l'aube et c'est tout ce qu'il y a. À peine de quoi payer du riz et un œuf. Quand il y avait Chloé tu n'étais pas comme ça, alors tu étais un bon fils. En entendant le nom de Chloé, les veines du cou de Nicolas gonflèrent. Ça suffit, maman, ça suffit. Par la faute de qui tout ça est arrivé? C'est par ta faute, par ta vanité. Si tu n'avais pas été aussi avide, si tu n'avais pas insulté Chloé, nous n'en serions pas là. Maintenant tu blâmes ta mère? C'est toi qui n'as pas su être un mari. C'est toi qui n'as pas su contrôler ta femme. Imbécile. Nicolas, imbécile. Ces disputes devinrent leur routine quotidienne. Ils se blâmaient et se maudissaient mutuellement. Il n'y avait plus d'amour entre mère et fils. Il ne restait que de la haine et des regrets tardifs. Ils étaient piégés ensemble dans le piège de la pauvreté qu'ils avaient eux-mêmes créé. Pour survivre, ils commencèrent à vendre les choses qui restaient dans la maison. De vieux meubles, les bijoux d'imitation dont Monique se vantait autrefois. Tout fut vendu à prix cassé. Le processus de divorce entre Nicolas et Chloé fut rapide. Chloé ne demanda rien de plus que ses droits. Et comme tous les actifs étaient à l'origine à elle, Nicolas termina le mariage sans rien d'autre que son tas de valises et une montagne de dettes liées aux bénéfices de l'entreprise que l'avocat de Chloé lui réclamait. Un après-midi, après avoir gagné une misère, Nicolas arrêta sa modeste voiture de location, une vieille Citroën 2CV qu'il avait réussi à louer pour une bouchée de pain afin de faire des livraisons rétro, représentant la réalité modeste qu'ils affrontaient désormais. Il était fatigué et affamé. Il ouvrit son portable pour regarder les réseaux sociaux et se distraire un peu. Juste à ce moment-là, il vit une publication d'un célèbre compte d'actualité. C'était une vidéo d'une interview. Un visage qu'il ne connaissait que trop bien apparut sur le petit écran du portable. C'était Chloé. Chloé avait l'air très différente, elle semblait plus radieuse. Ses vêtements et son allure semblaient encore plus élégants. Elle était interviewée dans une célèbre émission d'affaires. Directrice Chloé, félicitations. Nous avons entendu dire que vous avez récemment signé le plus gros contrat d'exportation de l'année avec une célèbre marque de mode de Milan. Demanda le présentateur. Chloé à l'écran sourit. Un sourire tranquille et sûr. Merci. Tout est grâce à l'effort de mon équipe. Nous avons récemment lancé une nouvelle ligne de mode utilisant des matériaux recyclés écologiques et la réponse du marché européen a été très bonne. Vous êtes un modèle qui réussit dans les affaires et vous avez l'air très heureuse. Quel est votre secret? Comme vous le savez, vous avez récemment traversé un moment difficile dans votre vie privée. Chloé rit légèrement. Moment difficile? Je ne le vois pas comme ça. Je crois que c'était un processus de purification. Parfois, pour qu'une pièce soit de nouveau propre et fraîche, il faut jeter les ordures. Mon secret est simple. Je me concentre sur ce que je peux contrôler et je laisse partir ce qui est un fardeau. Nicolas éteignit l'écran du portable avec des mains tremblantes. Jeter les ordures, laisser partir le fardeau. C'était lui. Lui et sa mère étaient des ordures aux yeux de Chloé. Il frappa le volant de la voiture. Il n'était pas fâché contre Chloé. Pour la première fois, il était fâché contre lui-même. Fâché par sa propre stupidité. Il vit ce qu'il avait perdu. Il avait un diamant, mais il l'avait jeté pour poursuivre une maison grandiose et vide. Et maintenant il n'avait rien. Pendant ce temps,
Chloé donnait une interview dans un studio de télévision climatisé et l'ex-directeur Nicolas était assis seul dans une voiture de location brûlante avec l'estomac vide et le cœur brisé. Le karma avait accompli sa mission parfaitement. Un an avait passé depuis cette nuit désastreuse de l'inauguration. Pour Nicolas et Monique, ce fut une année de douleur, mais pour Chloé ce furent 365 jours de liberté et de croissance. Son divorce fut officialisé il y a 6 mois. Le juge accepta toutes les demandes de Chloé. Comme les preuves de propriété de Chloé étaient si fortes et claires, la division des biens fut fluide. Nicolas, qui tenta de lutter en réclamant une part de l'entreprise, ne fit que se ridiculiser au tribunal. Son avocat ne put prouver ni un euro de contribution de Nicolas, mais l'avocat de Chloé prouva facilement les centaines de milliers d'euros que Nicolas avait détournés de l'entreprise sans rien apporter. Nicolas sortit du tribunal comme un homme totalement vaincu. Libéré du fardeau d'un mariage toxique, Chloé consacra toute son énergie à 2 choses, son entreprise et son propre bonheur, et les résultats furent étonnants. La ligne de mode écologique que Nicolas avait vue sur son portable fut un succès international. Son entreprise grandit de façon exponentielle. Elle ouvrit 2 nouvelles usines et embaucha des centaines d'employés. Elle ne s'était pas seulement remise. Elle volait bien plus haut qu'avant. La Chloé de maintenant était une autre personne. Elle restait une femme à la voix douce, mais elle avait maintenant une aura de confiance et de détermination inébranlable. Elle n'hésitait plus en prenant des décisions. Elle n'essayait pas de faire plaisir à tout le monde. Elle avait appris que son estime de soi n'était pas déterminée par l'approbation des autres, surtout d'un homme comme Nicolas ou d'une belle-mère comme Monique. Pour célébrer les réussites de l'entreprise et le premier anniversaire de sa liberté, Chloé décida d'organiser un événement, pas une fête mondaine pleine de vanité comme celle que voulait Monique. Elle organisa un événement de remerciement dans un lieu bien plus significatif, un grand orphelinat qui faisait aussi office de résidence pour personnes âgées, qu'elle soutenait en silence. Le salon de l'orphelinat était décoré simplement, mais de façon animée. Il n'y avait pas de fleurs importées ni de traiteurs de luxe à des milliers d'euros. À la place, il y avait des ballons colorés, de grands gâteaux et des centaines de délicieuses boîtes repas commandées à un service de traiteur maison de famille monoparentale qu'elle parrainait. Ces invités d'honneur n'étaient pas des célébrités avec des bracelets en or, mais des orphelins qui riaient joyeusement et des personnes âgées qui souriaient sincèrement. Chloé était assise par terre avec les enfants, portant une robe blanche simple qui semblait très élégante. Elle donnait à manger à un petit enfant et souriait largement quand l'enfant balbutiait. Il n'y avait aucun fardeau sur son visage, il n'y avait que la paix. « Je suis ici », dit Chloé en donnant un bref discours, non pas comme directrice d'une entreprise, mais comme une personne qui veut partager sa gratitude. L'année dernière m'a beaucoup appris, surtout sur le fait de laisser partir. Elle regarda les visages sincères face à elle. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est de laisser partir, lâcher le fardeau, laisser partir le passé et laisser partir les personnes qui rendent notre âme malade, car c'est seulement les mains vides que nous pouvons recevoir de nouvelles bénédictions plus belles. L'événement se termina par une prière commune. Chloé remit symboliquement un grand don pour la rénovation complète du bâtiment de l'orphelinat. Le personnel et les enfants pleurèrent d'émotion et prièrent sans cesse pour Chloé. Presque à la même heure, dans un autre coin de la ville, poussiéreux et chaud, il y avait une longue file devant un bâtiment modeste avec une pancarte qui disait « Soupe populaire, distribution du vendredi ». Des personnes avec de vieux vêtements, des visages fatigués et des regards vides attendaient en silence avec des bols vides. Au milieu de cette file, il y avait 2 personnes qui contrastaient, mais étaient tout aussi misérables. Une vieille femme maigre et à l'aspect maladif s'appuyait sur un homme plus jeune avec un vieux foulard tordu. L'homme, vêtu d'un t-shirt délavé, regardait devant lui avec le regard perdu. C'étaient Monique et Nicolas. C'était leur nouvelle réalité. Après que Nicolas eut perdu sa voiture de location faute de paiement et perdu son travail de livreur, ils se retrouvèrent complètement ruinés. Ils vivaient de la compassion des voisins et survivaient maintenant en faisant la queue aux soupes populaires. « Avance un peu, Nicolas, j'ai faim. » se plaignit Monique. Sa voix était faible, mais conservait encore un ton brusque. « Patience, maman. La file est toujours longue, » répondit Nicolas. Il n'y avait pas d'émotion dans sa voix. « Tout ça est de ta faute. Si je n'avais pas été aussi bête à l'époque. » Maman, coupa Nicolas pour la première fois. Il ne l'interrompit pas avec colère, mais avec une profonde fatigue. Ça suffit, ça ne sert à rien, fais juste la queue. C'est bientôt notre tour.
Monique fut surprise par le ton de voix de Nicolas et ferma la bouche. Elle regarda son fils et regarda la file. Finalement, elle réalisa. Il n'y avait plus personne à blâmer ni rien qui restait. C'était la fin de tout. De retour à l'orphelinat, l'événement était terminé. Chloé marchait seule dans le beau jardin en profitant de la douce brise du soir. Sa secrétaire s'approcha. « Patronne, la voiture est prête. » L'interview avec le magazine international d'affaires est programmée pour 17 h. Chloé hocha la tête. Elle regarda le ciel du crépuscule qui commençait à se teinter de rouge. Elle sentait la paix. Elle avait pardonné à Nicolas et à Monique. Non pas pour eux, mais pour elle-même. Elle pardonna pour lâcher les toxines restantes du passé. Alors qu'elle marchait vers la voiture, une pensée traversa son esprit. Elle se souvint de la Chloé qui, une fois, était prête à tout sacrifier pour acheter une maison luxueuse à sa belle-mère. Juste pour être insultée. Elle sourit légèrement. Une fois, j'étais désespérée de leur acheter une maison, pensa-t-elle en ouvrant la porte de sa propre voiture, car elle n'avait pas besoin de chauffeur. Mais en échange, Dieu m'a donné quelque chose de bien plus cher. Dieu m'a donné un palais qu'ils ne pourront jamais mettre sous scellé, un palais appelé liberté. Elle monta dans la voiture, ajusta son foulard et conduisit vers l'avenir qu'elle avait elle-même créé.